interview Thalia, troisième partie. Donc je vous propose qu'on retrace un petit peu votre histoire avant de revenir à River of Books pour un track by track. Donc vous formez donc Thalia en 1985 à Lamure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce nom et qui en a eu l'idée? Alors en fait, Thalia, c'était un groupe qui existait déjà, dont Toff, le batteur, faisait partie. Enfin, c'était un projet de groupe. Les gens n'étaient pas forcément très motivés, très sérieux, c'était plus du délire et puis l'occasion de se retrouver les samedis, boire des bières et faire un peu de musique, quoi. Mais bon, ça n'a jamais abouti à rien. Et en fait, quand Thierry est arrivé, on a essayé de calculer un nom, un nouveau nom. Et puis finalement, on s'est dit, ce qui nous plaisait tous, Thalia, on savait que les autres musiciens de l'époque, soit arrêtaient la musique, soit arrêtaient les groupes. Enfin, eux, Thalia, ils ne voulaient pas forcément le garder, donc nous, on l'a gardé. On a saisi l'opportunité. D'accord. Et puis on l'a gardé. Il y a la chanteuse mexicaine aussi. C'est ce que j'allais dire, parce que pendant mes recherches, à chaque fois que je tapais Thalia, je tombais toujours sur elle, c'est pas possible. C'est clair, elle Mais bon, elle elle a une est grosse notoriété. arrivée après. Ouais, s'il devait y avoir procès, elle perdrait, ouais. Enfin, ça dépend comment est protégé le nom après. En tout cas, elle a bien gonflé pour la préparation de... C'est vrai que je précise souvent aux gens, si tu tapes Thalia, tu auras qu'elle. Donc tape Thalia et l'album, le nom de l'album derrière, au moins tu auras... Ou Thalia Démo, ça marche aussi, quoi. Ah oui, d'accord. J'ai fait comme ça à la fin. Ok, donc votre tout premier chanteur, qui était également guitariste, il se nommait Olivier Bizet. Est-ce qu'il y avait un lien de parenté avec Thierry Bizet Oui, c'était frère de... Ils étaient frères, de Thierry. D'accord. Le grand frère Thierry. Et en fait, c'est lui qui a... c'est lui qu'on a contacté pour jouer avec nous. Et c'est là qu'il nous a dit, parce que moi j'étais avec Toff, on aimait bien jouer ensemble, tous les deux. On faisait que basse-batterie, mais bon, ça nous plaisait. Au bout d'un moment, on a cherché les guitaristes. Et on est tombé un jour sur Olivier. Donc on l'a contacté, enfin on nous a parlé d'Olivier, et il nous a dit, mais j'ai mon frangin aussi qui joue de la gratte, et on fait des petites compos tous les deux. Et donc Thalia, au départ, la première vraie formation, c'était vraiment un groupe, c'était celle-là. Donc moi à la basse, Toff à la batterie, et Olivier et Thierry aux guitares et Olivier au chant. D'accord. Donc Olivier il ne reste pas et il est remplacé l'année suivante par Jean-Louis Piludu. Pourquoi ce premier changement de chanteur? Olivier, je ne sais plus ce qui s'est passé exactement, ça s'est fait relativement naturellement, notre séparation on va dire. Il y a des archives sonores avec lui ou pas? Non. Du coup non, il n'y a rien, d'accord. Et Jean-Louis, par contre, lui, il avait fait des groupes rock, un peu les seuls qu'il y avait sur la mur les années précédentes, puisqu'il était un peu plus âgé que nous. Et du coup, lui, il était très intéressé, parce qu'il n'avait plus de groupe. Ses potes musiciens de l'époque, eux, ils ne jouaient plus. Donc lui, il était intéressé, et puis ça tombait bien, on cherchait un chanteur. Donc voilà, on s'est trouvé naturellement. Ok. Donc, vous sortez la première démo First Act en 1987. Alors je trouve que le côté prog, il n'est pas encore présent et que vous évoluez alors dans un style plutôt hard rock 80s. Est-ce que c'était un petit peu ça, les influences du groupe à cette époque? Oui, on aimait bien les groupes un peu, alors soit très mélodiques, soit un peu, déjà on aimait Rush, Maiden, tout ça, ils sont quand même des groupes qui font des compos un peu chiadés. Et c'était le départ aussi de Thalia, donc nous, par exemple, moi et Toff, on a quasiment appris, enfin surtout moi, à jouer avec le groupe finalement. Donc les compos, elles
se sont ressentis de notre manque d'expérience et de notre du fait qu'on était en train de se faire une expérience. Et quand on a eu assez de morceaux qu'on estimait pouvoir se présenter à travers ces morceaux, on a enregistré. Et voilà, je trouve ça justement intéressant de voir après au travers les démos l'évolution du groupe qui s'est fait en même temps que l'évolution des musiciens. D'accord. Parce qu'on était tout jeunes à cette époque, au début, 85, j'avais 15 ans, j'avais 15, 16, 17 ans, voilà. On s'est forgé, on a maturé avec Thalia, et puis après on a fait d'autres groupes parallèlement. Thalia, ça a été vraiment ce qui nous a mis le pied à la marche de la musique et de jouer et d'être musicien. D'accord, du coup ça m'amène à une question concernant cette première démo. C'est-à-dire que voilà, donc comme je disais, elle est plus dans le style hard rock, mais vous étiez déjà influencé par le prog, mais du coup il y avait peut-être un côté que vous ne maîtrisiez pas encore complètement le style musical et que vous auriez aimé faire quelque chose de plus prog mais sans le pouvoir, ou est-ce qu'on peut dire ça? Non, c'était on faisait naturellement d'accord. Ces compos. Après voilà, l'évolution des musiciens les années d'après, chacun d'entre nous a fait que les compos ont évolué aussi parallèlement. D'accord. Donc voilà, au niveau évolution, donc vous sortez la seconde démo qui ne porte pas de nom en 1990. Alors vous avez un nouveau chanteur qui s'appelle Alain Laubert. Alors pourquoi ce nouveau changement de chanteur? Jean-Louis était plutôt dans le rock, dans un répertoire rock pur, on va dire. Lui, il a baigné dans les Stones, les gens de groupe des années 70, tout ça. Et en fait, après, justement, comme on a évolué vers quelque chose de beaucoup plus progressif, on s'est vite, à un moment, on s'est trouvé un peu en décalage, quoi. Et lui a vu que ça lui plaisait pas et qu'il était limité dans cette recherche que nous on faisait musicalement. On n'était pas en face, quoi. Alors sans aucune colère, sans rien du tout, hein. On a toujours eu des très bons rapports. Et voilà, naturellement, on s'est mis à chercher du coup quelqu'un qui lui correspondait mieux, c'est-à-dire plus lyrique. À l'époque, on était bien sous l'influence de Queensryche, ce groupe. Donc effectivement, oui, on voulait quelqu'un un peu lyrique, quoi. Alors par contre, Alain, je ne sais plus comment notre rencontre ça s'est passé. Oui, je ne sais plus du tout. Mais lui il était de Grenoble et voilà, effectivement, il est tombé au moment où ça matchait. On était un peu plus dense, et lui, le style lui plaisait. Il avait la voix qui convenait pour faire ce genre de musique. Donc voilà, c'était bien. Ça a évolué naturellement. C'était tout le temps cette évolution naturelle. Voilà, mais justement, donc sa voix à la longueur, ainsi que la musique. Donc moi, ça m'évoque le Queensryche, pour la démo italienne, le Queensryche de période de The Warning. Alors est-ce que c'était un album que vous passiez souvent à cette période? Pas forcément souvent, hein, mais bien sûr qu'on le connaissait. Oui, effectivement, c'est pas surprenant, hein, parce qu'on connaissait tous. Alors, sans vouloir imiter, forcément, on était quand même beaucoup influencés, notamment, comme je l'ai dit précédemment, par Queensryche. Okay. Ça, c'est indéniable. Ok. Donc, en février 91, vous sortez Running After Time, qui marque un net pas en avant et semble déjà beaucoup plus pro. Est-ce que c'était une période durant laquelle vous avez mis un petit peu les bouchées doubles au niveau des répètes pour la progression et tout ça? Alors, le répète, on faisait toujours des grosses répètes. Hein. Ouais. On répétait 5-6 heures toutes les semaines. Après, ça fait plus partie de l'évolution de Thierry, parce que c'est toujours été lui le compositeur. Après, moi, j'ai commencé aussi à me mettre un peu à m'investir dans les arrangements, dans comment
faire rejoindre deux parties différentes. Et autre chose, c'était notre première vrai studio. Ok. Notre premier enregistrement studio réel, puisque les deux démos précédentes, c'était du 4 pistes à la maison. D'accord. Ah oui, au local, quoi. D'où le côté plus pro peut-être. En l'occurrence, quoi. Ah bah oui. Ok. Donc si j'ai bien compris, au niveau de cette démo, il y a eu une inversion sur les titres au niveau de faces. Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment les titres 1 et 2, ils auraient été mis en face B, les titres de la face B en face A ou... Ah, alors ça, tu me l'apprends. Et apparemment, vrai, moi j'en ai jamais entendu parler, c'est ça. Et apparemment quand elle a été remise sur le net, ça a été remis dans l'ordre. Ah non, mais c'était la démo précédente. Running After Time. Ah non, Running After Time. Ouais. Comme toujours, Thierry doit savoir. Vous n'avez pas son téléphone Non, ça je pourrais pas te répondre là tout de suite. Non, bon, éventuellement, on essaiera de laisser un commentaire. D'accord. Sur l'interview. Voilà, désolé, là je suis vraiment pas. Ok, on passe à la suivante. Donc, vous enregistrez ensuite une 4e démo de titre en 1992, donc avec un nouveau line-up comprenant Tim Gallo au chant et Sylvain Poncé au clavier. Alors, on sent encore une évolution technique et le côté rush est vraiment très prononcé, même au niveau de la voix. Cependant, vous ne la sortez pas cette démo. Voilà, est-ce que tu peux développer un petit peu tout ça? Effectivement, on avait trouvé Tim, lui il était de Lyon, hein, c'était pas simple pour les répètes. Mais bon, il était très motivé, puis on commençait à être un peu connu là dans la région Rhône-Alpes. Donc effectivement, lui aussi, ça l'intéressait de jouer dans un groupe qui était en pleine progression et évolution. Sylvain, le clavier, c'était un ami qu'on connaissait depuis longue date, et lui ça faisait un moment qu'il tapait à la porte. Oh, je fais du clavier. Ouais mais toi tu fais du piano, tu fais du classique. On le charriait un peu avec ça, jusqu'au jour où effectivement on lui a dit écoute, viens avec nous, c'est vrai que ça correspondra et on pourra faire de nouvelles choses avec un clavier. Après la démo n'est pas sortie. Avec Tim, en fait, on a dû jouer 2 ans, et puis après c'était trop loin. Il partait sur un projet d'intermittence, donc il avait tourné sur Lyon forcément. Et donc en fait on s'est séparés, plus ou moins à cause de ça, cette démo n'a pas paru. Après la démo en elle-même, pareil, c'était plutôt de la maison. Fait maison. Thierry, lui, même avec son 4 pistes, il commençait vraiment à avoir de l'expérience. Il y a une nette progression. Et bien que ce soit un 4 pistes, la production n'est pas dégueu pour les 4 pistes. Et en fait, voilà, on l'a pas sorti, ça servait à rien, quoi. Du coup, nous au départ, on l'avait juste enregistré pour nous. Et éventuellement démarcher pour des concerts, amener un supplément à Running After Time, en disant voilà le changement qu'il y a, l'évolution qu'il y a. Et on l'a jamais commercialisé, on l'a pas vendu, on n'a pas essayé de la distribuer, on n'avait pas fait de pochette. C'était quelque chose après que des années plus tard on l'a mis sur le net, parce que effectivement c'était 2 morceaux qu'on avait quand même mis à part et qui étaient aboutis en production et en enregistrement. C'était les 2 seuls qu'on a eu de cette période-là précise. Mais voilà, c'est tout. Finalement, dès le départ, il n'y avait pas forcément une démarche commerciale, c'est-à-dire publique et chercher des labels ou n'importe quoi. C'était vraiment plus pour dire voilà où on en est en ce moment, à qui ça aurait pu intéresser. D'accord.